l'Afrique n'est pas agressée pour des raisons religieuses. On a élaboré un plan, un stratagème pour salir l'islam, pour cacher derrière la religion islamique un plan de recolonisation impérialiste de l'Afrique. On a créé dans les années 80 Al-Qaïda. C'était pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Ce sont les services américains qui ont créé Al-Qaïda. C'est scientifiquement documenté. On a créé dans les années 2000 l'État islamique. Et l'actuel président américain, Donald Trump, nous dit c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé l'État islamique. D'autant plus qu'on a établi, et maintenant ça ce sont les documents américains déclassifiés, on a établi des financements directs d'institutions comme l'USAID américaine aux organisations terroristes. De nombreux sénateurs l'ont reconnu et l'actuel chef du renseignement américain, Mme Tulsi Gabbard, a publiquement témoigné devant le Sénat sa honte de voir son pays collaborer avec ceux-là même qui ont tué des soldats américains et qui déstabilisent le Moyen-Orient depuis plusieurs années, déstabilisent l'Afrique, qui ont saccagé la Libye, déstabilisé le Sahel. Donc ce livre a été consacré à rassembler les preuves occidentales de l'implication directe de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique à travers des organisations apparemment religieuses cachées derrière le concept de djihadisme, mais qui sont en réalité des organisations de mercenaires dont le but est très simple. Il faut terroriser les Africains pour imposer aux Africains d'accepter des conditions de prédation, de spoliation de leurs matières premières stratégiques. Pour leur prendre l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium, il faut maintenir les Africains en état de guerre. Et en leur proposant de l'aide dans la lutte antiterroriste, on en profite pour les réoccuper militairement. On en profite pour imposer des petits valets de l'impérialisme et du néocolonialisme dans les palais présidentiels. Et on en profite pour remettre les multinationales occidentales et moyen-orientales sur tout le continent et ainsi s'assurer que les matières premières stratégiques dont ce continent regorge vont alimenter ad vitam aeternam l'économie du Grand Nord. Et donc, dans le livre, je n'ai rassemblé que des preuves américaines officielles, des preuves européennes officielles, des preuves françaises officielles. L'avantage du livre, c'est que j'y applique la méthode de l'art de manger mon piment dans la bouche de l'ennemi. C'est un proverbe africain qui dit que quand on veut confondre l'ennemi, il faut manger son piment dans sa bouche. Métaphoriquement, ça veut dire qu'il faut lui faire dire lui-même ce qu'il accuse. Et en effet, ce sont les documents officiels américains, déclassifiés par l'administration de Trump, à travers d'ailleurs Mme Tulsi Gabbard et le milliardaire détenteur de X Twitter, Elon Musk. Ce sont ces documents qui sont cités. Ce sont les documents de France 24, reconnaissant que la France est le premier financier par la méthode des rançons des djihadistes au Sahel. Ce sont les documents de l'Union européenne documentant la naissance d'Al-Qaïda et de l'État islamique, les documents officiels américains. Ce sont les documents de Wikileaks, le fameux scandale avec Julian Assange, où on retrouve les mails de Mme Hillary Clinton avec son conseiller Sidney Blumenthal, qui explique qu'il faut tuer Kadhafi, il faut détruire la Libye parce que Kadhafi risque de détrôner le dollar, détrôner l'euro et détrôner le franc CFA. On retrouve les conversations directes entre Lavrov et Fabius en 2013, où Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, fait remarquer à Fabius « Mais écoutez, vous nous demandez de ne pas faire veto à votre intervention, on est en 2013 au Mali, mais vous vous préparez à combattre, mon cher Laurent Fabius, ici au Mali, les terroristes que vous avez armés là-bas en Libye. » Et la réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. On retrouve toutes ces preuves qui mettent à bas le narratif d'un soi-disant djihadisme, d'une soi-disant guerre religieuse, de musulmans qui voudraient forcer des populations musulmanes. Davantage de division en Afrique. Hein. Mais écoutez, on prétend qu'on veut islamiser des musulmans. Le Mali, c'est 80% de musulmans. Le Sahel, c'est 80% de musulmans. Et ce sont les musulmans qui sont attaqués par ces terroristes qui prétendent vouloir leur imposer l'islam. Il y a un petit problème. Je suis déjà musulman, tu me tues pour que je sois ce que j'étais. En fait, c'est un faux narratif, ça ne marche pas. Et le livre, c'est vraiment la démystification totale de ce narratif, Marianne. Et ce livre mérite d'être lu parce qu'il dédouane non seulement la belle religion musulmane, que les Africains connaissent et qui se pratique dans la paix aux côtés du christianisme et de notre culte traditionnel, qui est plus ancien d'ailleurs que ces religions.
Eh bien, le livre permet également de responsabiliser les gouvernements occidentaux dans l'expansion du terrorisme et de déniaiser les opinions qui étaient dans le narratif djihadisme, fanatisme religieux. Ça n'a rien à voir, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des musulmans qui tuent en Afrique, ce sont des mercenaires eh bien, des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Le livre en est la preuve absolue. Aucun procès en diffamation depuis qu'il est sorti au mois de février, parce que le livre est en réalité bétonné, il est implacable. Alors, c'est une contribution qui a pour but d'appeler les gouvernements africains à prendre leurs responsabilités, à revoir les relations diplomatiques en fonction de ces faits, appeler les juges africains à condamner les organisations terroristes, les auteurs et les États qui parrainent ces organisations. Et je salue la naissance de la Cour internationale pénale du Sahel, qui va juger de ces affaires. C'est aussi une manière de nous rendre responsables de créer des armées, des unions, des confédérations fortes pour protéger notre continent et ainsi assurer notre puissance. Alors, Monsieur Niamsi, vous avez parlé du terreau-journalisme en Afrique et vous parlez aussi d'un récit médiatique qui défend la réalité africaine. Comment changer cette narration, notamment depuis les médias africains eux-mêmes? Alors, moi, je pense que la première des choses, c'est toujours de s'assurer de qui finance un média. Vous savez, celui qui finance un média, c'est lui qui dicte ce que le média doit faire. Donc il faut commencer par autonomiser financièrement les médias africains. Il faut que ces médias soient soit des médias d'État, donc financés sur les fonds publics, soit qu'ils soient des médias privés, mais dont on sait que ce sont des entrepreneurs locaux sur fonds propres qui les financent. Premier point, s'assurer que nous avons la capacité de financer nos médias. Or, c'est l'un des points faibles, c'est même le premier point faible du système médiatique africain. Deuxième point important, il nous faut filtrer les médias étrangers qui sont autorisés chez nous. Parce que tout le monde le fait chez lui. Or, l'Afrique, c'est le territoire, c'est le no man's land médiatique, où toutes les chaînes, toutes les influences entrent et sortent comme dans une cour du roi Péto. Il faut une législation pour protéger le mental des Africains de la pollution médiatique des impérialistes, des néocolonialistes et de tous ceux qui, derrière les ONG, derrière les associations, derrière les bonnes intentions, viennent en réalité détruire les valeurs sociétales africaines en tentant d'imposer le transhumanisme, la perversion, la déviance comme étant les nouvelles normes civilisationnelles. Il faut donc, par conséquent, encadrer les médias par la législation. Et puis, il y a un troisième niveau. Il nous faut former nos journalistes en leur donnant non pas simplement la culture technique du journaliste que vous avez, celle qu'on obtient dans les écoles de journalisme, mais une conscience panafricaine. Parce qu'on ne peut pas exercer son journalisme un peu comme on ferait des recettes de cuisine. Il faut se dire, je suis journaliste, mais je suis africain, je suis africaine. Et quel est mon devoir envers ma communauté? En tant que journaliste, en tant que professionnel de l'information, quelles sont les limites que je ne dois pas franchir pour ne pas, littéralement, tirer une balle dans le pied de ma propre communauté? Donc, il me semble qu'il faut une dimension de conscience patriotique, citoyenne, panafricaine, à l'ensemble des professionnels des médias dans la période que nous traversons. Enfin, pour que nous ayons une presse de qualité, mais il faut qu'elle soit ouverte à tout le génie de la société. La presse doit laisser respirer la diversité des pensées. Elle ne doit pas être, comment je peux dire, elle ne doit pas être monochromique, elle ne doit pas être idéologiquement, je peux dire, psychorigide. La presse doit être un espace où on discute quand même. C'est-à-dire où on peut entendre ce qu'on ne voudrait pas entendre. Pour moi, voilà 4 conditions pour avoir une bonne presse et de bons médias en Afrique.